Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thierry Bellon, qui a été délégué général aux achats d'Air France pendant plus de 10 ans, aujourd'hui consultant, et qui a également été président et aujourd'hui coprésident du club Planet Sourcing, qui est un club d'acheteurs. Bienvenue Thierry. Mais merci beaucoup Julie, ravi d'être avec vous. Eh ben, de même. Thierry, tu as fait une carrière dans une entreprise qui est finalement pionnière en termes d'achat responsable. Tu as vu également le métier d'acheteur se transformer au fil des années. Tu as accumulé aujourd'hui un certain nombre de connaissances sur le métier et j'aimerais que tu puisses nous en parler, nous en dire un petit peu plus, que tu nous expliques qu'est-ce que tu as vu, comment tu as vu s'installer progressivement la responsabilité au sein du métier d'acheteur et la transformation du métier d'acheteur. Ah ben c'est formidable. Oui, c'est un métier qui est que j'ai vu en pleine évolution. C'est-à-dire que je crois que ce qui caractérise d'ailleurs ce métier, c'est d'être en perpétuel mouvement. Pourquoi ce mouvement ? Parce qu'il faut aller rechercher de nouvelles idées, de façon à faire évoluer les produits, de façon à trouver de nouvelles sources aussi de productivité, bien sûr, parce que la contrainte est bien sûr toujours là. Et ça a été, je crois, dans ce domaine, il a fallu aller de plus en plus loin dans la connaissance de fournisseurs. On est passé finalement d'un univers où finalement les acheteurs, on les considérait, quand ça a démarré d'ailleurs dans le monde, les achats c'est une fonction récente, les achats. Ça a démarré en disant les acheteurs ils sont là pour négocier au mieux possible, négocier les prix. Et puis progressivement il a fallu trouver d'autres choses. Il a fallu passer du prix au coût, regarder tout ce qu'il y avait autour, donc avec beaucoup de curiosité. Et cette curiosité elle a conduit à aller encore plus loin dans la connaissance des fournisseurs, en disant qu'est-ce que le fournisseur est capable de m'apporter en termes d'innovation, de façon à ce que je puisse me démarquer de mes concurrents. Et donc on a glissé progressivement, je dirais, d'une approche qui était uniquement sur les prix, les coûts, à une approche qui est maintenant autour de la valeur, c'est-à-dire en quoi les ressources externes de l'entreprise peuvent contribuer à ma compétitivité. C'est important parce que mine de rien, les achats aujourd'hui, alors je crois qu'il y avait des écarts types évidemment qui peuvent être significatifs, mais en moyenne, la part des achats dans la formation de valeur ajoutée, c'est de l'ordre de 60%. Donc 60%, c'est énorme. Il ne faut pas se tromper sur ces choix-là. Il faut faire des choix qui ont du sens aussi pour nos clients. Et c'est un peu tout ça qu'on a vécu pendant 10 ans. Moi, j'ai eu la chance de voir cette transformation, et qui est une transformation en plus qui a été, je dirais, extrêmement motivante pour toutes les équipes. C'est-à-dire que quelque part, moi, ce que j'ai vraiment perçu dans cette activité-là, c'est à quel point sur ce métier qui fait appel à des leviers de curiosité, qui fait appel à la qualité de relation. Alors, vous allez me dire, de temps en temps, les acheteurs ont un relationnel un peu rugueux. Oui, ça peut arriver, mais la plupart sont vraiment des gens qui se disent il faut que je vois comment je peux convaincre. Et puis, c'est convaincre à la fois en interne, de dire, on va vous proposer quelque chose. Oui, c'est un changement, mais ce sera mieux après. Parce que les gens ne sont pas toujours prêts à changer immédiatement. Convaincre en externe, de dire, voilà, moi, je pense que vous seriez un très bon fournisseur pour mon entreprise. Évidemment, avec des conditions qui sont ce qu'elles sont. Donc, il faut convaincre, donc il faut beaucoup communiquer. Et là-dessus, ce qui est important, c'est vraiment la motivation. C'est pouvoir, je pense, aux équipes donner de la marge de manœuvre. Et en termes de motivation, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui a sans doute, je pense, façonné un peu ma vision des achats et la façon dont on pouvait orienter les priorités. C'est ce qu'on avait commencé à faire avec le secteur du handicap, ce qu'on appelle le secteur adapté, où on avait la volonté évidemment de dire il faut être un acteur significatif. Et je me souviens qu'une jeune acheteuse m'avait dit à propos d'une prestation qu'on devait mettre en place avec une entreprise du secteur adapté, elle m'avait dit c'est 5 fois plus de travail qu'avec une entreprise classique. Mais le soir, quand on rentre chez soi, on se dit quand même que la journée a une saveur particulière.
Et pour moi, je me suis dit, un collaborateur qui vous dit que dans le cadre de son travail, il peut trouver quelque chose, où la journée a quelque chose de particulier, a une vraie valeur, a une vraie richesse. Malgré le fait qu'il y ait plus de travail. Malgré le fait qu'il y ait plus de travail, c'est vraiment dans cette voie qu'il faut, aller. Et je pense que j'ai eu à la fois beaucoup de chance d'être très soutenu par la direction générale pour aller dans ce sens, parce que le président de l'époque a été vraiment pionnier en matière de développement durable, en disant on est une compagnie aérienne, évidemment, avec une technologie qui se remarque, qui fait des traces dans le ciel, on va dire, globalement. Mais essayons sur le reste, là où on peut agir, d'être vraiment exemplaire. Je pense que ça m'a beaucoup porté, j'ai eu beaucoup de soutien, et ça nous a permis, je pense, de pouvoir donner une valeur particulière à l'action des achats dans le domaine du sociétal, et puis aussi la partie purement écologique. Et je dirais, quelque part, on est passé d'un mode où on construisait des services, des produits avec la meilleure qualité bien sûr possible. On a fait participer au mieux nos fournisseurs. Et là maintenant, on s'aperçoit que ce qui va compter de plus en plus, et c'est un peu le sens de l'engagement qu'on a pris en matière de développement durable, c'est la manière de faire, quoi. C'est les valeurs qu'on va rechercher chez nos fournisseurs en disant d'une certaine manière, peut-être que demain, c'est de se dire nos valeurs font notre valeur, quoi. Et ce que je dois transmettre aux clients, ça doit être fondé sur ces valeurs de respect, à la fois des ressources naturelles et puis de respect des personnes. Ouais. Et d'intégration de personnes dont l'accès au travail est d'ailleurs plus difficile à, je dirais, ce développement. Effectivement, et puis comme tu le dis, c'est une vraie source de motivation et d'engagement, et aujourd'hui dans une entreprise, on le sait, c'est très important pour attirer des collaborateurs, pour les fidéliser et pour faire en sorte que l'expérience dans l'entreprise soit la meilleure possible. Ça me fait penser, on avait reçu en interview Antoine Benoît de AXA Climate. C'est finalement une activité qui s'est créée au sein d'AXA parce que à la base les collaborateurs réfléchissaient à comment travailler de manière responsable, etc. Et finalement, c'est devenu un des produits phares du groupe, une vraie entreprise dans l'entreprise. Et comme tu le dis, c'est vraiment ça que recherchent les collaborateurs. Et à la base, on le fait pour bien faire, pour être exemplaire, mais ça va au-delà et c'est vraiment très motivant. Donc, c'est bénéfique pour tous finalement. Ah oui, tout à fait. Donc cette transformation finalement du métier d'acheteur que tu as vu avec une forte implication sur le respect de l'environnement, etc. C'est quelque chose qu'on a tous envie de faire, mais souvent on ne sait pas trop comment. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que on a des obligations aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de comment ça se passe en France? Qu'est-ce que les entreprises à minima doivent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent évoluer sur le sujet? Oui, alors on a des obligations. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Une loi sur le devoir de vigilance qui imposait, c'était en France, là, et la France a été pionnière dans ce domaine, qui imposait notamment d'avoir un engagement très fort finalement du client final sur l'ensemble de sa chaîne, on va dire, de production, de sous-traitance en particulier. Et je pense que ça a été quelque chose vraiment qui a été très bien. Ça a incité tout le monde à aller regarder. C'était pas une loi extrêmement contraignante, mais elle disait voilà, vous devez avoir de vrais plans de vigilance, c'est-à-dire une vraie observation des choses. Et puis les choses ont évolué aussi, au niveau européen, avec toujours d'ailleurs la France, et c'est super, c'est vraiment une très bonne nouvelle. La France qui était plutôt très très en avant dans ce domaine, très en avance. Les choses ont évolué avec un devoir de reporting. Vous savez, on a parlé de cette fameuse déclaration de performance extra-financière qui est devenue obligatoire, qui incitait évidemment toutes les entreprises à reporter sur les actions qu'elles menaient, sur tous les thèmes de la responsabilité sociétale d'entreprise. Et là, les choses ont vraiment bien évolué. Et puis maintenant, on est dans un contexte européen où les choses sont en train de bouger fortement. Je pense que tout le monde prend acte du fait que c'est quelque chose d'absolument fondamental sur la partie écologique en particulier.
Et donc nous avons, dans le cadre du règlement de taxonomie européenne, qui va finalement dire, voilà les investissements qu'il faut privilégier. Quand on dit investissement, il y a des fonds d'investissement derrière, il y a des analystes qui analysent tout cela. Donc on rentre dans le business, si je puis dire. On n'est plus dans l'idée, je vois la société de telle ou telle manière. Non, c'est du très concret. Et ce règlement de taxonomie va obliger toutes les entreprises à reporter sur l'ensemble de leurs impacts carbone. Alors sans rentrer dans les choses trop techniques, on a parlé des scopes 1, scope 2, qui sont des scopes, des émissions liées à l'activité des entreprises. Celles concernent relativement facilement, donc on a commencé par ça. Puis maintenant, on a le scope 3, qui est tous les flux amont, c'est-à-dire tout ce que les fournisseurs produisent comme CO2 pour alimenter l'entreprise. C'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet essentiel parce que ce scope 3 représente environ 70% des émissions, donc c'est pas l'épaisseur du trait, c'est même l'essentiel. Et là-dessus, il y a un nouveau règlement, donc qui va être actif à partir de 2023, sur les résultats de 2023, qui va forcer à toutes les entreprises à aller, faire le monitoring de ces flux. Alors évidemment, les achats sont en première ligne. D'abord parce que c'est le monde, l'écosystème fournisseur, parce qu'ils ont déjà un peu de savoir-faire dans ce domaine. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir que les achats, tous les achats du monde, si je puis dire, en tout cas, s'unissent. C'est-à-dire que cette démarche, qui est une vraie démarche d'ailleurs de transformation de notre vision du monde, de transformation de notre monde, qui est absolument indispensable, on le sait aujourd'hui, cette démarche, elle va nécessiter plus que jamais d'être dans le commun. C'est-à-dire de dire, cette approche, il faut qu'elle soit commune. Si chacun y va de son côté, c'est fichu. Et une des grandes valeurs des fonctions achats, et c'est pour ça qu'il y a des clubs, etc., c'est, je pense, un vrai sens, une vraie ouverture, bien sûr. Et il faut vraiment rendre hommage. Les acheteurs, c'est pas toujours une vie très compliquée. Si on prend d'ailleurs le contexte actuel où on est en pleine gestion de pénurie, d'inflation, qui sont des sujets très concrets, très court terme, et on a les acheteurs qui sont là-dessus et qui en même temps sont en train de réfléchir à demain sur ces problèmes, effectivement, ces enjeux de carbone. Et donc là, je pense que la grande force des achats, c'est d'avoir appris à travailler avec les autres. C'est les clubs achats qu'il y a. C'est ce qui se passe aussi au sein des entreprises. C'est l'impact, je dirais, l'influence qu'ont les acheteurs dans l'entreprise, qui va, me semble-t-il, être un élément déterminant pour réussir ça. Mais je pense qu'il faut, plus que jamais, et c'est vrai dans toutes les grandes transformations du monde. Vous savez, le transport aérien, par exemple, ça n'a émergé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que parce que toutes les compagnies naissantes ont mis leurs efforts en commun. Ils étaient d'ailleurs dans un cadre très coopératif à l'époque. C'était le seul moyen de faire émerger, de pouvoir gérer tous ensemble les transformations que ce nouveau mode de transport imposait. Là, le changement de monde qu'on a, c'est la même chose. Donc c'est vraiment l'approche commune. Il faut que tout le monde puisse se dire on doit avoir des standards en commun. On le voit aussi dans d'autres domaines, sur le domaine du digital et de la data. Il faut absolument qu'on puisse avoir des approches communes dans tous les domaines. Donc je crois que c'est ça qui émerge et c'est ça qu'il faut vraiment pouvoir dire à la face du monde. C'est le commun qui va nous permettre de réussir ce challenge. Mais je suis vraiment optimiste parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ont été semées en termes de qualité de relation entre les différentes fonctions achats un peu partout, cette transversalité dans les relations où on a quand même aujourd'hui des acheteurs qui considèrent que les fournisseurs, c'est un véritable écosystème. Et l'écosystème, c'est dit, je suis responsable de ton avenir. C'est quand même ça que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, je trouve, extrêmement positives et encourageantes. Et bien alors, du coup, par rapport à ça, par rapport à ton background déjà, tout ce que tu as pu voir dans l'entreprise, toutes les connaissances que tu as accumulées, aujourd'hui, comment tu conseilles tes clients? Qu'est-ce que finalement, c'est quoi, toi, ta vision des achats dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu imagines que sera la suite et vers quoi t'orientes tes clients pour qu'ils soient prêts au futur? Eh bien, certainement, mes clients, à d'abord leur dire, vous savez, vous faites déjà énormément de choses en matière de RSE.
Mais c'est un peu comme Monsieur Jourdain, en fait, vous en parlez pas tellement. Or, c'est important d'en parler, pas pour le plaisir de se dire je suis le meilleur, mais parce que en parler, c'est dire aux gens, regardez, nous là, à petite échelle, voilà ce qu'on a fait. Ouais. Et je pense que comment je vois les achats, on va dire un mot, mais en tout cas, la façon dont les choses vont évoluer vont quand même, je dirais, fortement s'appuyer sur des micro-exemples réussis. C'est-à-dire qu'il faut donner envie. On sait qu'il faut emmener tout le monde. Il faut emmener, on l'a dit tout à l'heure, il faut emmener les collaborateurs de l'entreprise, il faut emmener les clients également. C'est-à-dire dire, oui, moi, mon produit, l'expérience que vous allez vivre avec moi, c'est une expérience où vous allez jouer un rôle important en termes de transformation du monde. Et ça, les clients, je n'en connais aucun qui va dire « Attends, j'ai autre chose à faire que ça ». Donc, il y a quelque part un mouvement d'ensemble à créer et c'est ça qui est important. Alors après, moi, ce que je pense, c'est que on a aussi, dans ce monde qui se transforme, et le rôle des achats, ça va être de s'intéresser beaucoup plus à cette relation avec l'écosystème de fournisseurs, de s'intéresser encore plus à la perception des clients de l'entreprise, de façon à se dire, moi, je dois vraiment contribuer à la valeur. Alors, je pense que la valeur va devenir de plus en plus immatérielle. D'abord parce qu'on est dans un monde qui va avoir ses contraintes au niveau de, je dirais, de la production matérielle. Donc, il y aura une consommation qui, sans doute, intégrera un peu plus d'immatériel, et les acheteurs devront être là pour aller détecter dans l'écosystème ce qui apporte de la valeur dans ce domaine. Et ce que je trouve très encourageant, c'est que tout ça, tout cet immatériel est beaucoup autour de la qualité de la relation, de l'intérêt que l'on a pour l'autre. Je trouve que c'est quelque chose... je ne sais pas si les choses se passeront comme ça, mais je suis certain qu'en tout cas, pour réussir et pour faire en sorte que ces produits, ces services aient de la valeur, il faudra qu'ils intègrent une dose très importante qui reflète la qualité de la relation, de l'attention aux autres. Je pense qu'on sent partout, on sent à quel point c'est important de porter un regard, la collaboration, voilà, sur toutes les populations, sur toutes les personnes, de les reconnaître, de dire oui, bien sûr, on a une consommation qui s'adresse à beaucoup de gens, mais c'est aussi reconnaître les gens dans leur singularité, c'est reconnaître la personne que j'ai comme client. Et je pense qu'on va orienter vraiment beaucoup les choses vers de l'immatériel, d'où la nécessité aussi d'avoir des équipes qui soient capables de sentir ces choses-là. Et dans les équipes, je pense que on le voit nettement en France. On est plutôt d'ailleurs en avance, on l'a dit, dans tous ces domaines. Je pense que le fait d'avoir aussi dans nos équipes un brassage important avec des personnes, et je pense en particulier aux freelances, puisque on en a parlé, mais des personnes qui aient cette vision un peu un peu nouvelle du monde, un peu originale, et quelque chose de très important. Je pense que si j'avais aujourd'hui la responsabilité d'une équipe achat, je chercherais vraiment des personnes qui apportent ces différences, ce pouvoir d'étonnement aussi qu'il faut qu'on ait tous. Il faut toujours se réveiller, ne pas s'endormir sur ce qu'on a fait, et avec toujours, me semble-t-il, le souci de dire notre grande force, c'est d'avoir des personnes, des personnalités avec toute la richesse de ces personnalités et qu'il faut pouvoir mettre en scène, d'une certaine manière, en tout cas valoriser le mieux possible. Excellent. Merci beaucoup Thierry pour cette interview et ce partage. Merci beaucoup Julie. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube freelance.com pour découvrir d'autres interviews de Changemakers. Merci également à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à venir sur notre chaîne YouTube freelance.com pour découvrir toutes les interviews de Changemakers ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.